Aujourd'hui, on sort pas vraiment du sport, c'est pire, on sort de la piscine et ça se voit. Sans aucune transition, aucun rapport, c'est le moment de parler d'un classique de la littérature belge que j'ai découvert grâce à mon ami et collègue Clément Dessy, La femme de Gilles, parce que c'est incroyablement beau. La femme de Gilles, c'est ce roman qui est sorti chez Gallimard en 1937, qui a eu plusieurs rééditions, je crois notamment chez Actes Sud, et là on est chez Zoé Poche, ce qui est génial parce que comme ça on active toute la francophonie, parce que Zoé c'est une très belle maison d'édition suisse, et on en reparlera dans quelques temps pour un autre texte que j'ai depuis quelques temps mais pas encore lu, mais alors elles sont un peu vastes les piles à lire ici et que j'avais ramené voilà, de Genève quand j'y étais quand, en octobre, en novembre, enfin voilà, à l'automne. Et donc là, on est Zoé Poche 125, Madeleine Bourdoux, j'espère le prononcer correctement, La femme de Gilles, et je crois qu'elle est née en 1906 et qu'elle est décédée en 96. On est en plein 20e, première moitié 20e. En fait, ça rentre dans mon cadre hein, de mes recherches qui s'arrêtent en 39, donc bah, in extremis. Et c'est un roman qui est même cité par Beauvoir dans le Deuxième Sexe. Alors je pense que je découvre le secret des éditions numériques, à savoir que je fais un petit contrôle F, que c'est probablement scanné et pas spécialement sérisé ou alors très mal, parce qu'en fait il y avait une faute d'orthographe à Bourdoux qui est écrit CHE au lieu de XHE, donc je ne le trouvais pas. Voilà, ça c'est un dit en passant, j'y ai trouvé une référence. Je sais pas si c'est un roman dont je vais réussir à dire énormément de choses, en dehors qu'il m'a plu, qu'il est joli, et qu'il est à la fois beau et triste. C'est un roman d'amour d'Elisa, mais qui est surtout nommé comme la femme de Gilles, et donc bah, qui aime Gilles. Mais on n'est pas du tout dans un conte, c'est-à-dire en fait, ils sont déjà mariés, on est dans la fiction maritale. Et ça, c'est quand même aussi un déplacement extrêmement important, mais qui n'est pas d'emblée, qui n'est pas thématisé en tant que tel. Voilà. Et c'est une des grandes subtilités de ce texte. Donc c'est le premier roman de son autrice qui en a fait, je crois, 5. Je viens de lire le Wikipédia, hein, moi je sais pas. Alors voilà, on va quand même le dire, je n'avais jamais entendu parler de ce texte avant de mettre les pieds en Belgique et de discuter avec Clément. Je suis hyper choquée parce que, alors, je dis pas que toutes les Belges l'ont lu, mais quand même, quoi. Je veux dire, là, on n'a même pas d'effort de traduction à faire. Ah, et là, je m'auto-engueule, quoi, aussi, sur ça. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas passé, et c'est un peu la honte, hein, côté français. On va le dire très franchement, donc bah, je vais essayer de faire un peu aussi des lectures... Enfin, moi, j'essaie d'élargir pour aller vers au moins de la francophonie, quoi. C'est un minimum, en fait. Et de plus être franco-française comme ça, quoi. J'avais bien aimé la préface, mais je m'en souviens plus, de Geneviève Simon, que je ne connais pas, mais qui doit être très bien. Voilà, donc et qui est, oui, c'est une assez jolie préface qui divulgachait pas trop, mais c'est vrai que comme je l'ai lu avant le roman, je sais pas trop. On va peut-être commencer par parler du titre, et ouais, on va voir un peu avec l'Inkipit, comme on fait d'habitude, en tout cas, moi, lecture vraiment chouette, quoi. La femme de Gilles, en soi, on a, voilà, a priori, c'est plutôt un titre thématique. La question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, est-ce que ça va être vraiment le thème, c'est-à-dire le sujet, la chose dont on va parler, dans le texte. Donc, on aura une protagoniste. On peut quand même noter ici qu'on a un article défini qui va, bon voilà, vraiment installer quelqu'un, donner une impression de connaissance. Mais cette impression de connaissance, en fait, passe par l'article défini, la femme de Gilles, le prénom absolu, on ne remarque pas forcément immédiatement, et ça en fait c'est quand même un enjeu qui est très fort, que la femme de Gilles, mais en fait c'est une périphrase, et qu'on n'a pas son prénom à la femme de Gilles. On l'aura dans le texte, elle s'appelle Elisa, mais c'est quand même très important de voir que dès le titre, et ça sera le cas le plus souvent au fur et à mesure du roman, cette femme n'est nommée que comme la femme de Gilles. Et on peut noter qu'il y a quand même une asymétrie dans la langue française entre mari et femme, très littéralement, ou homme et femme. À savoir que femme, c'est à la fois un statut, par exemple marital, d'épouse, et une nature.
féminine. Je dis pas, je parle pas de l'essence ou non, réalité de cette nature, il s'agit absolument pas de ça, mais voilà, qu'est-ce que ça désigne? Voilà. Qu'est-ce que c'est censé désigner? Alors que homme et mari sont des mots distincts. Alors en langage un peu familier, argotique, mon homme va être un peu équivalent de la femme. Mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi de plein pied. Mais c'est logique, puisque ça, en fait, ça nous parle déjà du statut des femmes, et on peut le lire avec les lunettes du féminisme matérialiste à la Delphi, Tabet ou Guillaumin. La femme de Gilles, ça nous parle en fait d'une personne, mais qui est d'abord désignée par une fonction sociale, d'être la femme, l'épouse de Gilles. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, cette espèce d'effacement de la personne devant la fonction, devant en fait une appartenance, c'est aussi complètement le sujet du texte, c'est-à-dire, c'est en fait très complètement le sujet de l'amour que ressent cette femme pour son mari, pour Gilles, et qui, en fait, s'efface dans cet amour. Donc on voit ici comment la fonction, elle est ambivalente, parce que quand on va dire ça parle de la fonction, ça n'est pas en train de signaler que la personne n'aime pas ça, ou n'est pas d'accord, ou va revendiquer autre chose. Non, on est juste en train de décrire cette relation sociale dans ce sens-là, et bien en fait cette relation sociale, elle est revendiquée par la femme de Gilles, qui vit cette relation maritale d'abord avec bonheur, puis ça va aller moins bien. Je vais lire le début, comme ça on aura le début, évidemment, et on pourra commencer. En tout cas, il y a un peu tout ça qui démarre, et avec cette asymétrie entre le prénom et la relation, mais voilà, cette désignation par la relation sociale, elle apparaîtra aussi dans le texte comme une autodésignation. 1. 5 heures, il va bientôt rentrer, se dit Élisa. Et voilà qu'à cette idée, elle ne peut plus rien faire. Elle a frotté, lavé, fourbi durant toute la journée, elle a préparé une soupe épaisse pour le dîner. Ce n'est pas la coutume du pays de manger lourdement le soir, mais c'est nécessaire pour lui qui, à l'usine, ne déjeune que de tartines aux œufs. Et maintenant, ne fût-ce que pour mettre le couvert, ses bras s'engourdissent et retombent inertes le long de son corps. Un vertige de tendresse la fige, immobile et haletante, accrochée des 2 mains à la barre de nickel du fourneau. C'est chaque jour la même chose. Gilles sera là dans quelques minutes. Élisa n'est plus qu'encore sans force. Anéantie de douceur, fondue de langueur, Élisa n'est plus qu'attente. Elle croit qu'elle va pouvoir s'élancer vers lui et le serrer dans ses bras. Mais à la vue de ce grand corps musclé qui apparaît tout à coup en costume de velours dans l'encadrement de la porte, elle a moins de force encore. Chaque fois, il la trouve immobile, un peu hagarde, et c'est lui qui s'approche d'elle et la baise doucement au front. « Tu n'as pas vu les enfants? Elles sont allées à ta rencontre. » Il enlève sa veste de travail, passe une main calleuse dans ses cheveux, s'assied. Sa chemise s'entr'ouvre sur son torse nu, il se frotte un peu la poitrine, là où il y a une petite touffe de poils. Il répond « Non, c'est qu'elles sont allées jouer dans le pré avec les autres. Il y a bien un carré d'herbe ici. Mais les enfants aiment toujours mieux le jardin des autres. » Je ne suis pas inquiète, mais c'est pour le bain du samedi. J'ai préparé la grande bassine. L'eau chauffe au soleil. Elle se rapproche de lui, respire sur ses vêtements une forte odeur de sueur, de fer, d'huile, de travail. L'odeur de Gilles. Elle frotte sa joue tendre contre sa peau à lui, non rasée. La joue rugueuse de Gilles. Les cheveux de Gilles, la bouche de Gilles, les yeux de Gilles. Gilles, dit-elle, prénom court et mouillé comme un chuchotement. Quand elle le prononce, la salive lui emplit la bouche. Humecte ses lèvres infléchies, déborde parfois aux commissures en 2 bulles minuscules. Elle va de nouveau vers le fourneau, soulève le couvercle de la marmite, juste pour laisser passer l'odeur. Gilles la renifle avec une convoitise d'homme en fringale et pousse un long soupir énamouré en songeant à la régalade proche. Élisa rit. « C'est bien trop tôt, dit-elle, mais tiens !» Et elle pousse vers lui une tartorie saupoudrée de sucre. Puis elle s'assied et le regarde manger chaque quartier en 3 bouchées. Gilles s'est essuyé la bouche d'un grand glissement de main. Debout, devant le fourneau, il se verse une tasse de café.
Son pantalon épais de travailleur se maintient sans ceinture sur ses hanches puissantes. Il a le long corps sec et fort des ouvriers du pays. Mais ses yeux sont bien plus beaux que ceux de tous les autres. Au jardin, Elisa a penché son beau corps lourd vers la bassine. L'eau est tiède à souhait. Pour en juger, elle y a trempé ses bras nus, et elle demeure un peu ainsi tout à la douceur de l'eau. Elle voit le reflet de son visage brouillé dans un miroitement de soleil. En penchant un peu la tête, elle atteint une zone d'ombre, et son image apparaît plus nette. Son visage est long et plein, ses traits sont réguliers, ses cheveux sombres et luisants. Femme du Nord, d'où lui vient cet air étrange d'Espagnol? Elle se redresse, entoure sa bouche de ses mains mouillées, elle et les enfants. Elle sourit à Gilles qui, de la fenêtre, regarde le jardin. Il aime cette étroite et longue bande de terre qu'il a bêchée et ensemencée les dimanches de printemps. C'est lui qui a construit le pigeonnier en briques roses. C'est lui qui a planté la haie de groseilliers et placé la bordure de rochers le long du ruisseau qui traverse le jardin dans sa largeur. Lorsqu'ils sont venus visiter la maison, lui hésitait à la louer. Mais Elisa aperçut ce bout de ruisseau. Gilles la regarda courir vers l'eau. Elle avait encore son corps de jeune fille et 2 petits seins durs sautillèrent dans son corsage. Lui, de voir ça, il avait senti comme une grande plaque de bonheur. Et il s'était décidé tout de suite. La maison aussi lui plaît. 2 pièces au rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage et sous le toit, un large grenier éclairé par des fenêtres basses. Là, je suis page 17 et j'ai commencé à la page 13. Je pense que c'est vraiment beau, en fait, il faut le dire. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez spécifique à la femme de Gilles, qui en fait est assez rare en littérature, et en tout cas suffisamment pour être souligné, c'est que ça se passe dans une famille d'ouvriers. On est ici, c'est un grand roman d'amour, qui va être complètement décalé par rapport à beaucoup d'autres textes et à toutes les attentes amoureuses, mais c'est aussi un roman sur l'attente, parce que ça parle d'amour. Et on est complètement, c'est une application évidemment anachronique, hein, mais des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, qui aurait pu le citer, c'est évident qu'il l'a pas cité là. Je m'en souviens pas, mais voilà. C'est pas le genre de texte qui cite trop ça, Barthes. Et en même temps, tout ça se passe dans un milieu ouvrier, très simple, on le voit, il est ouvrier sidérurgiste. Tout ça s'est présenté dès le départ, et avec une langue qui elle-même est très simple. Voilà, d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on sent que c'est belge? Ben, voilà, on a cette mention de femme du Nord et qu'elle-même ne l'est pas, enfin, l'est mais sans en avoir l'air, lui, voilà, c'est vite fait dit, mais c'est clairement pas au premier plan, hein, voilà. Et même au niveau je sais pas moi, des belgicismes ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui est fondamentalement universalisé parce qu'on va avoir beaucoup de détails très concrets, je vais revenir dessus, mais qui ne sont pas historicisés. C'est-à-dire qu'on va avoir des détails concrets de la vie domestique. Là, évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'eau courante, ni d'eau chaude courante, est évidemment un signal de classe et historique. Voilà. Mais années 30 jusqu'aux années 60, ça peut. Mais voilà, c'est un peu... Voilà. C'est assez large et c'était... Bon, mais voilà, en 37, on peut pas imaginer l'eau courante partout. Enfin, on peut pas le raconter, sinon c'est de la science-fiction. Voilà. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est très caractérisé comme il y aurait, je sais pas moi, des noms de rues, de villes. Donc ça, c'est pour la géographie, des noms d'événements, des... Voilà, c'est pas. Tout ça, ça va un peu disparaître. Et on est dans quelque chose qui va vraiment se concentrer sur, évidemment, le quotidien, les protagonistes. Et là, alors, est-ce qu'il y a là un écho de la marquise rentrera à 5 heures et de tout ce qu'il peut y avoir d'ironique là-dedans? Peut-être. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer entre... Moi, je peux pas m'empêcher de le voir, et en tout cas, l'effet est intéressant. Entre la marquise sortie à 5 heures, qui est cette espèce de cliché dont on se moque, mais alors je sais plus où, pour parler de romans qui sont justement assez datés. Et là, toute la question, ça va être de rentrer. Parce qu'on est dans ce genre qu'on peut appeler le genre de la fiction domestique, c'est-à-dire, bon, c'est une fiction, ce n'est pas la vie de l'autrice, qui n'est pas d'ailleurs une ouvrière, qui se projette dans cette vie-là, et nous, dans une vie qui va être complètement domestique, déjà, voilà,
Là, ça se voit jusqu'au niveau, jusqu'à cette dimension des rituels. C'est une espèce d'inversion du roman classique de la marquise sortie à 5 heures, même heure, sauf qu'on rentre. Et en fait, ça a l'air d'être très très simple, assez universel, et en fait, c'est assez moderne. Et toute cette simplicité, elle est en trompe-l'œil. Elle donne l'impression d'une évidence qui, en fait, est très difficile. C'est très difficile de créer des évidences, autant en sciences qu'en littérature, qu'en art. Et là, c'est vraiment tout le talent là, de créer des espèces d'évidences permanentes, et dans un roman qui est quand même à la troisième personne, mais qui ne cesse de jouer des focalisations. Et là, plutôt des focalisations internes. Donc je pense qu'il y a là, volontairement ou pas, mais quelque chose d'assez intéressant comme idée de rentrée, et que finalement, la vraie vie, la véritable intrigue, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Dans le cadre du foyer. Tout comme elle n'est pas dans l'intrigue de la naissance de l'amour, pour aller jusqu'à la relation amoureuse, elle est dans l'après. Ici, dans le moment marital, et on voit déjà avec les analepses, etc. Mais ils ont déjà tout. Ils ont déjà leur maison, ils ont leurs enfants. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et on aura quelques détails de ces éléments-là par analepse. En fait, on est à la suite des contes de fées. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, je ne sais plus quelle est la forme utopique exacte. Parce que là, eh bien, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ils vont arrêter d'être heureux. Mais sans en faire non plus, ce qui va être une des grandes subtilités du roman, c'est que ça n'est pas une dénonciation du mariage, en tout cas tel quel. Voilà, il y a quelque chose d'un peu plus subtil. Donc 5 heures, il va bientôt rentrer, se dit Elisa. On commence par un discours intérieur, et la femme sans nom, hop, du titre, elle a un prénom immédiat qui est Elisa. Bon, en plus, c'est un prénom que j'adore, hein, mais ça c'est... Voilà. Et voilà que cette idée, elle ne peut plus rien faire. Et donc là, on a quelque chose de l'ordre de quasiment, de la pensée, du discours intérieur. J'allais dire quasiment d'un monologue, bon c'est trop court, et avec quelque chose, alors voilà, on va noter le « et voilà », avec le présentatif et la conjonction de coordination en début de phrase, ce qui n'a ici absolument pas d'accent vétérotestamentaire, « et le Seigneur a dit ta, façon Ancien Testament », ni non plus, ici, ça n'est pas une marque de coordination, c'est purement une marque orale. Et voilà. Et en fait, ça va immédiatement amener dans une, évidemment, situation immédiate stress, mais ensuite marquée par, pas forcément une forme d'oralité. On n'est pas chez Céline. C'est autre chose qui va se passer, mais en tout cas de simplicité absolue, même dans la façon dont la voix narrative raconte l'histoire. Et on a ici, comme un résumé, voilà, qu'à cette idée, qui reprend ce qui vient d'être dit, elle ne peut plus rien faire, une description. Donc là, hop, on passe du discours intérieur, des pensées, à en fait une espèce d'inaction, en conséquence, qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite. Et qui aurait pu être, par exemple, moi je veux dire, là je dis ça en tant que féministe, qui entend parler beaucoup de violence, de féminicide, etc. Ça aurait pu être une peur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Autre paragraphe. Et là, on va avoir en fait des énumérations à la frotter, laver, fourbi, boum, 3. Et donc, avec le passé composé, on est sur ce qui a été accompli. Donc, en fait, on a une espèce d'analepse qui va nous dire ce qui a été fait immédiatement avant. C'est pas une espèce d'ailleurs, c'est complètement une analepse. L'analepse, c'est le retour en arrière. Et donc, c'est une analepse qui est totale, puisque durant toute la journée, elle a préparé, etc. On a tout ce qu'elle a fait jusqu'à ce moment de 5 heures par rapport à cette journée. Et donc on a les tâches domestiques qui vont être détaillées, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui remplit le quotidien d'une femme au foyer? Eh bien c'est frotter, laver, fourbi durant toute la journée. Ça va vite à dire, mais ça prend toute la journée. Elle a préparé une soupe épaisse, avec une remarque qui montre ici cette narration omnisciente, ce n'était pas la coutume du pays. Voilà, donc ça au niveau du dîner, et qui va, en fait, ici, tout de suite nous mettre en place quelque chose de l'ordre de la couleur locale, si on veut parler en termes romantiques, de comment, de la coutume du coin, du secteur, mais qui va en fait, amener une nuance avec une prise en compte de la classe, ce que je trouve extrêmement intéressant.
Et avec pas mal de détails, parce que c'est nécessaire pour lui. Lui, là, on ne sait pas qui c'est. Et là, on va noter, il y a un grand il. Donc, il y a un elle, il y a un il, on a son nom à elle, qui est repris en elle. Et ce qu'on a, c'est lui, c'est il, c'est lui, c'est il. Et il faut attendre le 3e paragraphe pour voir son prénom. Mais ce qu'on en a directement, c'est la place qu'il prend. Et ça, c'est la place de l'être aimé. Où on n'a plus besoin de dire le nom. On va juste avoir, il arrive. Ça peut être la place de l'être aimé, ça peut être la place de l'être qui fait peur. Et ça, c'est un peu triste. Mais voilà, hop, ça prend toute la place et on n'a pas besoin de le dire, en fait, de qui il s'agit, parce qu'on le sait. Et là, on a cette espèce d'hypothèse contrecarrée avec l'imparfait du subjonctif, ne fût-ce que pour mettre le couvert, ses bras s'engourdissent et retombent inertes. Et donc, il y a quelque chose où tout s'arrête, elle est interdite, elle est en arrêt, elle est même stupéfaite, mais cette stupéfaction, donc, qui est vraiment décrite de façon même corporelle, ses bras s'engourdissent et s'immobilisent, on notera aussi comment les bras sont sujets du verbe, et donc sont ainsi presque inanimés paradoxalement dans l'absence de mouvement. Mais en tout cas, ils prennent possession d'elles-mêmes. Et ça va vers son effacement. Ça met en place son effacement. Et on a là la cause qui est explicitée, un vertige de tendresse la fige, immobile et haletante, accrochée des 2 mains à la barre de nickel du fourneau. Elle est tellement heureuse parce qu'il rentre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qui pourrait sembler disproportionné entre le vertige de tendresse et la banalité du retour à la maison. C'est là qu'on vous parle d'un grand amour. Et c'est aussi dans... normalement, le retour à la maison ne fait pas événement. Et là, on voit que pour cette femme, pour Elisa, il est tellement un événement qu'elle en ressent un vertige de tendresse et qu'elle ne peut plus rien faire. Et voilà, ça l'engourdit, ça la stupéfait, elle ne fait plus rien, avec en même temps cette espèce d'accroche physique, très forte, qui va en fait ici pas être une exagération, qui montre au contraire l'intensité, le haut degré émotionnel de cette attente, des 2 mains à la barre de nickel du fourneau, donc elle est comme ça, vraiment arrimée. Alors c'est plus bas pour un fourneau, elle se tient debout au four, donc uniquement elle s'arrime littéralement à l'univers domestique, et on a bien ces détails concrets du corps et d'autour. Là, le nickel par exemple qui est donné. 3e paragraphe, c'est chaque jour la même chose, et ce qui est fait événement est itération. Et donc finalement, c'est aussi dans la répétition que l'on voit la grandeur de l'amour, et ce que l'on va voir aussi, c'est l'effacement de la femme aimante pour ce mari qui est tant aimé. Gilles sera là dans quelques minutes. Donc là, on a vraiment ce moment, l'annonce du prénom, et on comprend bien sûr que ce « il » dont il était question auparavant, c'est ce Gilles, puisqu'on passe de « il va bientôt rentrer » à quelques minutes, et en même temps, on n'a pas besoin de le dire. Et ça nous permet, l'air de rien aussi, de voir des distributions d'informations. Ici, le prénom qui est donné. Et ce que l'on a aussi, c'est une espèce de fusion entre la voix narrative et les pensées du personnage. On avait un discours indirect, et là, on est en discours indirect libre. Et ça nous fait ressentir plus fort. Et là aussi, boum, on entre progressivement dans le texte. Gilles sera là dans quelques minutes, ça c'est dit. C'est vraiment un discours indirect libre, là on le voit au temps du verbe. Elisa n'est plus qu'un corps sans force. Et donc l'engourdissement des bras l'atteint dans son entier, et en fait l'absolu de l'amour, il devient une espèce d'intégralité, de dépossession corporelle, c'est-à-dire amoureuse. Un corps sans force, anéanti, masculin singulier, de douceur fondue de langueur. Et là, boum. Hop. Sans force, anéanti, de douceur fondue de langueur, boum, 3. Pas de conjonction de coordination. Ce qu'on va beaucoup trouver, en fait, c'est des polysynthèses, des juxtapositions, qui vont donner une espèce d'impression impressionniste, justement, pardon pour la redondance, qui
décrit sans corriger ni coordonner, par touche. On peut noter comment douceur et langueur se répondent, se prolongent l'un l'autre, et comment ici les adjectifs sont épithètes détachés, non pas d'Elisa, ils sont masculins, et de son corps, autre signe de sa dépossession, de son aliénation amoureuse, une aliénation qui est l'amour fou en fait, qui est un grand amour. Elisa n'est plus qu'attente. Et là vous êtes complètement chez Roland Barthes. Elle est entièrement une attente. Il va arriver. Et cette attente la mène à cette volonté contrecarrée, hein. Elle croit, enfin même cette croyance contrecarrée, qu'elle va pouvoir s'élancer vers lui, le serrer dans ses bras, mais à la vue de ce grand corps musclé, lui aussi décrit par son corps, qui apparaît tout à coup en costume de velours dans l'encadrement de la porte, elle a moins de force encore. Et donc c'est le saisissement amoureux, c'est l'inamoramento, l'amour, non pas seulement au premier regard, l'amour réitéré chaque jour, chaque fois qu'elle le voit, elle l'aime. Et donc à chaque fois, elle est dépossédée d'elle-même. Et donc on avait, répétition un peu avant, c'est chaque jour la même chose. Un autre paragraphe, elle croit, chaque fois qui va être, pas une anaphore, mais quand même un peu une reprise, qui nous montre encore cette itération. Et donc on a une scène racontée une fois au lieu d'être racontée plein de fois. Et ça a un nom, ça y est, je l'ai oublié. Chez Jeunette, ça a vraiment un nom. Mais ce qui va nous permettre, en le racontant comme une scène, c'est-à-dire avec un temps de la narration qui est à peu près égal au temps de l'action supposée, on a ici quelque chose d'extrêmement vivant. On y est. Et c'est ça qui va donner cette impression de simplicité, qui va avec l'écriture, il faut quand même le noter, au présent de l'indicatif. Comment faire plus simple? Et ce n'est pas simple parce que ce sont des ouvriers. Il se trouve que ce sont des ouvriers. Et en même temps, c'est un grand amour qui est très simple. Parce que c'est très simple, le grand amour. En fait, quand c'est compliqué, c'est que c'est pas forcément de l'amour. Ça c'est pour me mettre des claques dans la gueule que je dise ce genre de choses. Chaque fois, il la trouve immobile, un peu hagarde, et c'est lui qui s'approche d'elle et la baisse doucement au front. Donc ça, c'est le retour. Et avec le geste d'amour, de tendresse de l'époux. Tu n'as pas vu les enfants, elles sont allées à ta rencontre. Et donc là, c'est elle à lui, ce n'est même pas précisé, on le comprend en contexte, par la réponse. Et puis, en fait, qui s'occupe des enfants. C'est aussi assez logique là, en termes de notoriété. Ce qu'on va avoir, c'est du discours direct. C'est littéralement une scène, c'est la scène du retour, racontée avec quand même une grande... alors pas une grande emphase, parce que ça serait exagéré, mais c'est pratiquement épique comme retour, quand bien même c'est quotidien. Mais aussi parce que quand dans votre vie ne se passe rien, le retour, c'est un événement. Il enlève sa veste de travail, passe une main calleuse dans ses cheveux, etc. Est-ce que l'on a là, c'est la succession des actions au présent de l'indicatif qui nous restitue évidemment les actions du personnage, mais on ne le sait pas encore exactement. En fait, ça arrive au niveau de la perception d'Elisa. Et ça va être plus clair avec ça. Sa chemise s'entrouvre, il se frotte un peu la poitrine, là où il y a une petite touffe de poils. Cette connaissance-là, alors elle est quand même relativement banale, mais le fait d'avoir pas un peu ou beaucoup de poils comme ça, qui c'est qui le sait? C'est pas nous, c'est Elisa. Et donc ce que l'on a ici, c'est l'hyper-acuité de la tendresse et de l'amour fou, qui, en le regardant, est transi d'amour, littéralement, et transi devant un corps qu'elle aime. Donc c'est aussi vraiment une sensorialité, une sensualité accrue sur une scène sans sexe, en fait. Il va juste manger. Mais évidemment que ça va nous enrober les scènes quotidiennes d'amour et de sexe, et de sensualité, on va dire, et de tendresse. Donc, hop, la veste de travail, etc. Il répond, non, c'est qu'elles sont allées jouer ailleurs. Aller jouer, dans le pré avec les autres. Il y a bien un carré d'herbe ici qui reviendra et qui est vraiment un genre de symbole de la réussite de la vie domestique. Leur carré d'herbe dans le jardin qui va ensuite être décrit. Et le plaisir d'aller voir le jardin des autres. Évidemment, quand on le relit, puis de toute façon on le sait très vite, l'histoire de la femme de Gilles, c'est comment la femme de Gilles vit
pas très bien le fait que Gilles en aime une autre. Je ne vais pas donner trop de détails. Donc quand on va relire, il y a des éléments comme ça qui sont de l'ordre, pas exactement de l'annonce, parce qu'une annonce, on comprendrait dès la première lecture. Bon, si on a quand même l'idée du synopsis, on peut le comprendre. Mais qui vont être à double entente quand on va le revoir. Comme s'il y avait quelque chose de finalement naturel, ou en tout cas général, qu'on va trouver chez les enfants, comme chez Gilles. D'aimer l'herbe d'ailleurs et d'aller voir ailleurs. Je ne suis pas inquiète, c'est pour le bain du samedi, etc. etc. J'ai préparé la grande bassine, et là on est vraiment dans les éléments très concrets. Le bain des enfants, le bain au soleil tiède, hein, et donc plus agréable. Et ce moment assez beau, hein, voilà, qui précise aussi, ce n'est pas une inquiétude, c'est de l'occupation domestique, et qui, alors peut-être, si on veut vraiment aller loin, pourrait montrer une forme de hiatus entre ce qu'il vit et ce qu'elle vit, puisque il ne connaît pas sa vie à elle, et puis en plus, c'est lui qui va en aimer une autre. Donc il y a quelque chose qui va les séparer, mais qui peut-être les sépare déjà. Alors c'est pas une façon de dire que l'adultère c'est quelque chose d'inévitable, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle se rapproche de lui, respire sur ses vêtements une forte odeur de sueur, de fer, d'huile de travail, l'odeur de Gilles. Là on est en plein dans la sensorialité, qui évidemment est rattachée aussi à la classe par sueur, fer, huile, travail. C'est un ouvrier qui revient de l'usine. Mais c'est plus qu'un ouvrier, ce n'est pas un roman de classe, ce n'est pas un roman ouvrier, ou ce n'est pas qu'un roman ouvrier, c'est un roman d'amour qui se passe dans la classe ouvrière. Et ça, c'est un tour de force extrêmement important, en fait. C'est pas le seul, hein, mais c'est vraiment important de ne pas en faire une démonstration, c'est juste là. Et avec cette importance, bien sûr, de pourquoi les ouvriers n'auraient pas de grands romans d'amour et apparaissent si peu en littérature. Et donc on a après toute une scène de tendresse. Elle frotte sa joue tendre contre sa peau à lui, non rasée, la joue rugueuse de Gilles, les cheveux de Gilles, la bouche de Gilles, les yeux de Gilles. Et ici la suite d'aposiopèse. L'aposiopèse, c'est quand les points de suspension sont une figure de style, va nous amener une suite d'énumérations qui sont en fait très complètement le monologue intérieur, les pensées de bonheur, des retrouvailles sensorielles, de la joue, les cheveux, la bouche, les yeux, mais ce n'est pas encore, à chaque fois c'est de Gilles, de Gilles, de Gilles, comme dans le titre. Et donc il y a quelque chose qui fait de la femme de Gilles aussi comme un membre ou un appendice ou quelque chose qui appartient à Gilles. Et qui est à Gilles? Ça m'amuse, ça, je ne l'avais pas entendu. Mais qui là, voilà, dit l'éveil, et dit cette espèce, l'éveil amoureux sensoriel, enfin, ou c'est pas un éveil parce que c'est pas spécialement nouveau à ce moment-là, mais qui dit en fait ce grand amour. Gilles, dit-elle, prénom court et mouillé comme un chuchotement, et ça c'est plutôt de la voix narrative. Quand elle le prononce, la salive lui emplit la bouche, et ça c'est vraiment narratif, mais pour décrire des sensations. Et là, on est vraiment dans l'extrême sensorialité. On n'est même pas dans la proprioception, puisqu'en fait, on est vraiment qu'au niveau du visage. Et dans quelque chose qui peut être de l'ordre de la focalisation interne, mais qui n'est pas forcément conscientisé, en fait. Et c'est comme si la voix narrative saisissait au moins autant que ce que permet, que ce que l'on ressentirait, en perception de soi-même, mais en allant plus loin, et parce qu'en le disant, ça le fait ressentir, alors que quand on le sent, ben, on ne se le dit pas forcément. Et c'est là où la narration elle va permettre cette hyper-acuité, ne serait-ce qu'en désignant. Et avec cette glose autour du prénom de Gilles, qui en fait généralise, ce qui est surtout la réaction d'Elisa. Elle va de nouveau vers le fourneau, soulève le couvercle de la marmite juste pour laisser passer l'odeur. Ça c'est pour faire plaisir à Gilles et pour lui annoncer le repas. Ça n'est pas dit, on le comprend. Mais le juste pour lui faire passer l'odeur, ça c'est focalisation omnisciente. Gilles la renifle avec une convoitise d'hommes en fringales. Et ça on ne sait pas qui c'est
qui va le dire, parce que ça pourrait être Elisa qui le voit, et qui va le dire comme ça, c'est pas complètement positif, et ça va pas complètement dans la super sensorialité des pensées internes précédentes. C'est quand même plutôt de la voix narrative. On peut noter comment la fringale, elle nous parle de sensorialité, mais elle nous parle autant d'alimentation que de sexualité. Donc là aussi, on peut avoir ce jeu de double entente et de possibles signes. Et pousse un long soupir énamouré en songeant à la régalade proche. Elisa rit. Et donc en fait, le geste de faire à manger, c'est bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui du love language. C'est bien sûr un langage d'amour. C'est toute une attitude d'amour, c'est une occupation du temps pour l'autre, pour prendre soin de l'autre, et l'autre l'apprécie. Et donc ce qui va être dit autour du repas va permettre cet échange amoureux. Et ici, l'échange, il se dit, il se montre, il se décrit, il se raconte de façon sensorielle. C'est bien trop tôt, dit-elle, mais tiens, et elle pousse vers lui une tarte au riz saupoudrée de sucre, puis elle s'assied et le regarde manger chaque quartier en 3 bouchées. Et là, voilà, dans le fait de donner pour que l'autre puisse manger, on va avoir quelque chose qui va être l'immense importance de Gilles pour Elisa, mais ça, on s'en doutait déjà, hein, le titre et puis ce qu'il y a déjà. Et quelque chose de l'ordre de la sensualité de devoir manger, et on peut penser à tout ce passage dans le deuxième sexe sur peut-être qu'à un moment le steak frites est fait pour le mari, mais peut-être que le mari est aussi là pour le steak frites. Et on n'est pas dans cette deuxième phase de chez Beauvoir. Gilles s'est essuyé la bouche d'un grand glissement de main, quelque chose de même un peu, je ne vais pas dire rustre, ça serait exagéré, mais voilà, très simple, très familier. On est dans une scène d'intimité. Debout devant le fourneau, il se verse une tasse de café. Son pantalon épais de travailleur se maintient sans ceinture sur ses hanches puissantes. Il a le long corps sec et fort des ouvriers du pays. Donc là, on a quelque chose qui va le rattacher à une catégorie sec des ouvriers du pays, et ça par le complément du nom. Mais ses yeux sont bien plus beaux que ceux de tous les autres. Elisa ou la voix narrative? Pourquoi choisir? Que tous les autres, c'est en tout cas quelque chose qui va être en permanence sur, boum, appartenance à la catégorie, individuation, et en même temps individuation aussi par le regard de l'amour. Au jardin, Elisa a penché son beau corps lourd vers la bassine, l'eau est tiède à souhait, etc. Et donc là, on va avoir le soin, non plus de Gilles, mais des enfants. Et ça va nous amener à avoir cette espèce de description donc d'Elisa qui a eu des enfants et dont le corps a changé, et description d'elle-même qui se voit dans le miroir. On peut dire, alors c'est pas un reproche de 37, hein, mais les scènes au miroir, ce sont des scènes qui aujourd'hui en littérature, pas forcément aussi littérature très traditionnelle, sont des scènes assez clichés de se regarder dans le miroir. C'est sain, petit mais ferme et porté haut, juré avec sa taille très fine, etc. Qui peuvent être très male gaze, par exemple. Voilà. La scène au miroir, elle peut être très artificielle pour se décrire. Ici, on est dans le miroir d'une bassine, et donc, boum, ça nous ramène vraiment dans du quotidien. Elle se voit un peu, mais ce n'est pas son regard qui apparaît, c'est l'image. On est plutôt côté narration omnisciente, focalisation omnisciente que interne. Ça se voit un peu, et on n'est pas... on a un peu le corps, mais il est beau, et beau corps lourd. Et ce qu'on a, c'est vraiment le visage, qui ne permettrait pas de la reconnaître dans la rue. Hein. Long et plein, très régulier, cheveux sombres et luisants, avec un air d'étrange d'espagnol. Et une question qui se la pose. La voix narrative, elle, d'autres, voilà. En tout cas, ce que ça permet, femme du Nord, d'où lui vient cet air étrange d'espagnol, c'est elle aussi de la singulariser, d'un point de vue physique, tout en la raccrochant, elle, plutôt d'un point de vue, on va dire, ethnique, à au moins une région. Elle se redresse, entoure sa bouche de sa main mouillée, elle les enfants, et ça, hop, le geste de la bouche, c'était aussi le geste qu'avait eu Gilles juste avant. Et en fait, ce que fait là, tout ce début, c'est de nous préparer à une attention quand même assez extrême à des tout petits détails et à des activités particulièrement domestiques. Elle sourit à Gilles qui, de la fenêtre, regarde le jardin. Et ça va permettre un déplacement du regard, une autre focalisation interne, puisque l'on va passer dans le regard de Gilles qui va nous permettre la description du jardin dans lequel va se situer la scène de baignade, du bain en fait, hein, du bain du soir. Enfin, du soir de 5 heures. Il aime cet étrange et
étroite et longue bande de terre qu'il a bêchée, ensemencée avec des dimanches de printemps, boum, une autre analepse qui va nous ramener jusqu'au moment de la location. C'est pas dépensé, ça, ces analepses, mais ça va permettre de nous faire connaître les personnages. C'est lui qui a construit le pigeonnier, etc. Le bonheur domestique qui va passer par ces choses très simples, de la construction, du jardin, des plantations, d'un petit jardin ouvrier, avec un petit ruisseau qui ramène à ce temps inaugural de la visite avec le corps de jeune fille d'Elisa. Donc on voit bien que le temps a passé. Et la beauté donc de la jeune fille et le bonheur d'Elisa qui court et le bonheur de Gilles qui la regarde. Lui, de voir ça. Boum, là on a encore cette espèce d'oralité. Pas lourde comme chez Céline, beaucoup plus légère. Il avait senti comme une grande plaque de bonheur. Très étrange comme métaphore, la grande plaque de bonheur. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la matière pour faire sentir ce bonheur. Et il s'était décidé tout de suite. Et boum, les voilà installés. Et voilà, c'est ça le début ab ovo d'un foyer. Et puis on aura des moments de rencontre, des choses comme ça, d'autres moments. La maison aussi lui plaît, 2 pièces au rez-de-chaussée, etc. Donc là, on va avoir tout le cadre qui apparaît avec juste ces scènes domestiques d'un grand bonheur. Et d'ailleurs, j'ai pas mal pensé au film d'Agnès Varda, Le Bonheur, sur pas mal d'éléments. C'est quand même très différent du film de Varda. Mais il y a quelque chose d'assez proche et ce serait assez chouette de comparer les deux. Et j'aimerais bien savoir si Varda a lu ce texte. C'est très probable. Varda était belge, elle était née, je crois, en 21, quelque chose comme ça, dans les années 20. C'est quelque chose qui est sorti en 37, qui a été encore édité dans les années 50. Il y a de fortes chances qu'elle l'ait lu. Et on est en fait dans un des classiques de la littérature féministe, aussi dans un des classiques de la littérature belge. Et c'est très beau. C'est très très beau. C'est aussi très triste. Très tendre. Et on va avoir quelque chose, voilà, de l'ordre du don de soi complet d'Elisa, qui nous dit quelque chose d'absolument universel sur l'amour, au-delà de ses biens ou ses mal. Et c'est vraiment, vraiment un beau texte. Je vous dis à bientôt.